je loue une petite maison dans Phnom Penh et finalement le conservateur rentre en France et je prends la responsabilité de l'école française d'Extrême-Orient pendant les événements jusqu'en 1975. Donc là on est en 70 et j'en profite pour visiter un petit peu les villages qui sont encore sous le contrôle des gouvernementaux, jusqu'au jour où je suis allé du côté d'Oudong, et j'étais avec Hélène, et puis je suis tombé sur une équipe de Khmer Rouge qui m'ont arrêté, voilà. Et c'est là que commence cette histoire du camp de M13 et mon aventure avec Duit. Donc on est en octobre 71, je suis arrêté, je ne suis pas d'accord du tout pour qu'on m'arrête, je ne comprends absolument pas pourquoi, d'autant plus que je ne suis pas tout seul, il y a ma fille et puis il y a plusieurs Khmers qui sont avec moi, il y a même aussi une personne âgée du village où finalement j'avais laissé Hélène. On me demande ce que je viens faire, etc. J'explique, tout le monde est d'accord avec moi, mais puis finalement, on me dit non, mais tout va bien, et puis voilà, et puis on m'attache finalement les bras dans le dos, et puis je suis emmené, on marche toute la nuit sur les pistes, et j'ai été dans un premier village où on est arrivé au milieu de la nuit et je suis monté dans une maison dont le premier étage était vide. Il y avait un poteau, j'étais attaché à ce poteau. Je ne comprenais rien de toutes ces histoires-là, j'étais furieux. Oh! Et finalement, il y a un monsieur qui est venu et c'était Tamok. Je l'ai su bien après. Tamok, ça rigole pas. Hein. Et donc, il était très souriant. Et puis, il était toujours d'accord avec ce que je disais. Mais voilà. Et puis finalement, on est reparti le lendemain. On s'est arrêté dans un autre village où là, j'ai été mis dans un carcan, les pieds pris dans des poutres avec des excavations qui laissent passer les chevilles. Et j'ai retrouvé mes deux compagnons qui étaient avec moi, parce qu'il y avait deux garçons en particulier qui travaillaient avec moi, Lai et Son. Lai était mon ami de tous les jours. Il était recruté par la conservation d'Angkor, mais c'était vraiment un comparse. Beaucoup de choses que j'ai su, il avait arrangé le mariage, etc. C'était quelqu'un qui m'était très proche. Son était tout nouveau, c'était un jeune garçon timide qui dessinait magnifiquement bien. Ces choses-là sont dessinées par lui. Et donc, quand je suis arrivé et qu'on m'a mis dans le carcan, il y avait déjà Lai et Son qui étaient dans cette situation tragique d'être coincés comme ça. Et puis quelques instants après mon arrivée, alors je voulais toujours pas, mais finalement on ne peut pas faire le malin pendant longtemps dans ces cas. On a vite compris qu'il y a une ligne au-delà de laquelle on s'expose terriblement si on veut franchir. Si on dit tout le temps non ou si on se débat, ça n'a pas de sens. Et très vite, on a peur. Et donc, il y a une demi-douzaine de jeunes filles, voire plus, qui sont venues et qui ont monté les escaliers, qui sont venues dans la pièce où on était dans les carcans, et qui sont mis à me cracher dessus. Je pense que, oui, c'était même pas, peut-être pas, tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ça n'est pas sûr qu'ils ont craché sur les deux Khmers. Mais moi, j'étais
un Américain ou je ne sais pas. En tout cas, elles se sont mises à me cracher dessus. Et ça fait drôle, quoi. C'était des belles jeunes filles de la campagne. Voilà. Et puis finalement, on a entendu des gens qui criaient « Pourquoi tu ne le déshabilles pas? Il faut le déshabiller. » Et puis le balancer, je ne sais plus. Banchol. Alors, on se regardait. Et je me souviens qu'on s'était mis à rire. D'une sorte de rire, comme quand on se dit « Putain, mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Et donc on est venu me chercher. Et alors j'ai dit, là je me souviens de ce truc-là, on m'a fait descendre, on m'a attaché les bras dans le dos, on m'a fait descendre les escaliers, et puis Lai et Son étaient des gros fumeurs, enfin fumaient. Et comme il leur restait que quelques cigarettes, ils voulaient les conserver, tu vois. Donc moi je fumais pas, ils m'avaient donné leurs cigarettes. Et là, je me suis débattu pour leur... j'ai dit, je veux leur donner les cigarettes. Alors, et là, c'était devenu un truc obsessionnel pour moi. Je ne voulais pas partir, ni qu'on m'attache, ou je ne sais plus. Hein. Et alors de guerre lasse, il y en a un qui a dit, bon, ben, je vais leur donner. Alors, et puis il est monté, et j'ai demandé, vous avez des cigarettes? Oui. Et là, on m'a attaché, on m'a bandé les yeux, et puis on m'a fait marcher dans la rizière. Et puis en me faisant marcher dans la rizière, on m'a fait tourner à droite, on m'a poussé tourner à gauche, et puis on m'a dit « bouge plus ». Et là, j'ai entendu des bruits de culasse. Je me suis dit « putain, c'est parti ». Ouais. Là, je suis en train de vivre mes derniers instants. C'est curieux, parce qu'on n'arrive pas à y croire. On le sait, mais il n'y a pas de preuve. Je pense qu'au moment où la preuve vient, c'est trop tard. On ne s'en aperçoit plus. On n'est jamais convaincu qu'on va mourir. C'est très difficile dans l'instant qui... Cet instant n'arrive jamais. À mon avis, il n'arrive jamais. Parce que quand il arrive, c'est trop tard. On ne peut plus en être conscient. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est produit. À un moment donné, ah oui, j'avais dit, j'ai envie de pisser. Alors, bon, ben, ils m'ont détaché. Alors, parce que les Khmers rouges, ils attachent les coudes, tu vois. Alors, quand ils attachent les coudes, c'est compliqué pour aller jusqu'à la braguette, quoi. Alors finalement, j'ai été détaché, mais avec beaucoup de précautions. Il y avait quand même une main sur l'épaule. Et puis, je me suis mis à pisser et j'ai demandé, mais je pisse dans quelle direction? Mais ça n'a pas d'importance, ils m'ont dit. Minorité, atoïté. Ça, c'était le grand truc. Atoïté, atoïté. Vous m'emmenez, atoïté. J'ai ça, atoïté. Donc, j'ai pissé, probablement devant des gens. Et puis on m'a rattaché. Et c'est là que, finalement, on m'a emmené. Et je ne savais pas toujours où, mais j'avais compris que ce que j'attendais ne se produirait, en tout cas, pas pour l'instant. Et puis je suis rentré dans un camp. Je suis arrivé dans un camp, ça a duré 3 jours, ce petit truc-là. J'ai été accueilli par un type qui était le second du camp, le numéro 2, qui était très déplaisant. Il n'était pas sympathique du tout. Et j'étais content quand j'ai su que son chef, quand j'ai rencontré ensuite un jeune homme, dont je ne connaissais pas le nom, mais
et qui lui était par contre sympathique, que c'était son chef, de savoir que c'était son chef. Et le chef en question, c'était donc Duit, celui aujourd'hui qui est devenu le symbole de l'horreur, quoi. C'était un camp où tous les jours, je voyais des types partir, les yeux bandés, et revenir. Enfin, je voyais 3 personnes ou 4 personnes partir, dont un qui avait les yeux bandés, les autres étaient armés, et puis 1 heure après, ou moins d'1 heure, parce que ça ne devait pas se passer si loin que ça, et si on n'entendait rien, c'est parce qu'ils n'allaient pas gâcher une balle ou des munitions pour tuer quelqu'un. Ça peut se faire autrement. Le peuple glorieux de la Révolution a besoin de munitions. Donc ça se respecte, pas pour tuer des gens. Donc il pouvait, je pense que c'était au gourdin, ou avec un gourdin. Et donc c'était un camp, je ne dirais pas un camp d'extermination, mais je pense que toutes les personnes, sauf quelques-unes, du camp où je me trouvais, à M13, ont été tuées. D'ailleurs, le camp a déménagé à 1 ou 2 reprises. C'était un drame de déménager. Parce que moi, j'avais un bon poteau. J'étais attaché à un poteau que je connaissais par cœur, et j'y étais attaché. Je ne savais pas que j'étais attaché à mon poteau. Mais quand je me suis trouvé sans mon poteau, j'ai eu tellement peur, je me suis dit dans quoi je vais, après quoi, avec quoi on va m'attacher. Et c'est très bizarre ça. Donc c'est des réactions qui sont, c'est des états d'âme, c'est des attitudes qui sont nouvelles. Et donc quand j'ai rencontré Duit et que c'était lui le chef, et que ses ordres étaient de m'éliminer, comme après avoir fait une déclaration, une biographie, mais de toute façon, on n'est pas accusé de rien. On n'est jamais accusé de quoi que ce soit. Le problème, c'est d'avoir, on en parlait tout à l'heure, une biographie conforme. Et moi, je m'acharnais, je n'avais pas compris ça, je m'acharnais à dire que je n'étais pas un Américain, bon sang, que je n'étais pas un espion, que je travaillais ni pour le KGB, ni pour la CIA. C'était CIA-KGB. Alors, et donc, Duit, il avait une approche tout à fait différente. Et d'abord, j'ai jamais été battu. Ça fait peur, ça aussi. Parce qu'il y en avait qui l'étaient. Et donc, en discutant progressivement, j'ai toujours été de mauvaise humeur. J'ai toujours été agressif, déplaisant. Et puis finalement, je me suis un petit peu apaisé. Il était calme. Et quand il me demandait quelque chose, je lui retournais la question. Et toi? Mais presque de manière inamicale. Et finalement, à parler presque tous les jours pendant 1 heure ensemble. De toute façon, moi je ne pensais qu'à une chose, c'est ma fille qui avait 4 ans, 71, 68, elle avait 3 ans, qui était restée au village. Alors ma fille, ensuite manger, putain, qu'est-ce que j'avais faim. Tout le monde, alors le riz était très bon, était magnifique, c'était un riz pilé à la main, c'était génial. Mais et puis et ensuite, je ne pouvais pas croire comme tu, mais c'était cohérent, mais on n'y croit pas. Voilà. Et donc je ne voyais personne en dehors de Duit, sauf des jeunes gardiens
qui étaient là, c'était des gamins d'un des villages à côté, Omliang. C'était des jeunes gardiens qui étaient gentils, mais les gamins de 14 ans, à 14 ans, on est tellement innocent, tellement gentil qu'on peut être méchant aussi. Et voilà. Donc, les discussions avec Duit ont progressivement, lui aussi, parce que on a parlé beaucoup de... Lui, ce qu'il essayait, c'était de monter un dossier. De monter un dossier, et d'emblée, j'ai senti que j'avais un allié. Que, au début, c'était pas évident, mais ensuite, il était convaincu que je n'étais pas de la CIA ni quoi que ce soit, d'autant plus qu'il y avait les deux copains, qui étaient les deux Khmers qui étaient avec moi, qui eux ont pu dire vraiment mon travail, tu vois. Et donc ça a été très important. Sans eux, c'est terrible de dire ça, parce qu'eux, ils ont été descendus, hein. Ils sont morts. Mais sans eux, peut-être que j'aurais pas pu échapper à cette histoire-là. Parce que lui, il avait toujours le recours de dire, c'est ce qu'il nous dit est recoupé par le témoignage des deux Khmers qui travaillent avec lui, dont l'un travaille avec lui depuis plus de 5 ans. Et voilà, bon. Et puis je parlais khmer, donc il voulait savoir, monter un dossier pour présenter à ses chefs, et puis qu'on me libère. Duit, c'était quand même un idéologue. Duit était un intellectuel. Il lisait quelque chose, il le retenait pour toujours. Il enseignait, malgré son jeune âge, il enseignait déjà dans un lycée de Kompong Thom, ou dans une école de Kompong Thom. Il avait été séduit par le communisme. Le communisme, les idéaux du communisme, mais qui ne peut pas y souscrire? L'égalité, pas de différence, les riches, l'homme n'est pas fait pour être riche, c'est le peuple qui compte, c'est l'équilibre entre les gens, etc. Et le Cambodge traditionnel, celui auquel j'étais censé m'intéresser, n'était pas du tout le Cambodge dont il rêvait. Mais il comprenait la démarche. Il comprenait cette démarche, mais je pense que déjà à cette époque, et comment pouvait-il en être autrement? Je ne voudrais même pas dire, sauf pour peut-être certaines personnes. Je ne suis pas sûr que ces certaines personnes existent. Je pense que Duit déjà était conscient de l'horreur dans laquelle il s'était trouvé. Parce que c'est facile d'être un gardien de prison. Mais quand vous êtes celui qui dirigeait les gardiens de prison et qui dirigeait les séances de torture, parce que c'est une responsabilité que vous vous êtes mis à endosser, ça doit, pour n'importe qui, poser des questions. Il était déjà dans cette démarche d'une grande culpabilité et d'un sacrifice. Je crois que Duit fait partie des gens, de ces idéologues qui peuplent la Terre et qui endossent douloureusement leur fonction de rétablissement d'une justice. Le révolutionnaire, le chant révolutionnaire, il est beau, il est glorieux, et ça implique, ça permet le sacrifice de soi-même.
Et je pense que Doudt a vécu ses responsabilités comme un sacrifice. Quand, après la guerre, en 1975, pas après la guerre, oui, enfin, si on peut dire, en 1975, quand les Khmers rouges sont au pouvoir, ils demandent à être, parce que quand on a un Doudt, on ne le laisse pas filer. Doudt, il savait organiser, c'était un type, c'était une tête bien faite, et il avait de l'autorité sans lever la voix. Et donc, il a demandé à être versé dans le service économique, ou je ne sais plus, un truc comme ça. Non, ils l'ont rappelé pour lui confier la direction de S21. Et c'est lui qui a été désigné en dépit du fait, mais ça peut paraître facile de dire, même s'il ne le voulait pas. Mais quand vous êtes dans un truc pareil, on ne peut plus, on ne revient pas. Vous êtes pris, même. C'est comme moi, je me souviens, quand j'habitais Srasrang, au Cambodge, j'entendais à Phnom Penh les jeunes professeurs de l'université qui vivaient à Phnom Penh, les Français, etc. Ils étaient tous pro-Khmer rouge. Et ils disaient des choses, le contraire de ce qui se passait réellement. Ils vivaient dans une espèce de construction collective. Et je peux vous dire que c'est difficile. Alors moi, j'étais un peu en dehors du coup. Ah oui, mais il habite là-bas de toute façon. Puis aucun ne parlait khmer. Donc ils étaient entre eux. Et c'est difficile dans ces doxas collectives, dans cette bien-pensance, de s'en sortir. Vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. Vous avez des bons copains d'école, etc. Tout le monde pense la même chose. Le jour où vous ne pensez plus la même chose, ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est difficile de penser autrement. Et puis si ça vous arrive, ben c'est grand bien vous fasse. Parce que ce truc-là, tout le monde vous rejette. Donc, comment voulez-vous, le Kampuchea démocratique, enfin à la victoire, et on va demander à Doudt de prendre la tête d'un grand centre d'État, de torture d'État, non pas que les autres n'étaient pas d'État, mais enfin, je veux dire, là c'était en voie directe avec des noms précis de personnes importantes à torturer ou à recevoir. Et le gars, il va dire non, je ne suis plus d'accord maintenant. Mais ici, il le dit, mais il est éliminé tout de suite. Donc, c'est pas... Je crois que c'est à son corps défendant qu'il est tombé dans ce truc-là. C'est facile, mais disons que j'ai vu de l'intérieur. Je crois réellement que c'est un piège. L'endoctrinement est un piège. On ne s'en sort pas facilement. En tout cas, cette relation que j'ai nouée avec lui, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup sur moi-même, à travers lui. C'est des moments forts, quoi. Cette intimité autour de la mort. Je meurs, je vis. Comment voulez-vous qu'un type s'en sorte comme ça de sa part ? C'est terrible. Et dans le film de Ritipan, il le dit à plusieurs reprises. Il fait même à un moment donné une prière, si j'ai bonne mémoire. J'entends Ritipan le premier, tout le monde dire « Ah, c'est facile de dire pardon, etc. » Non. Ça, c'est authentique.
comment ça ne le serait pas? Il y a tous les éléments pour que ce soit vrai, pour qu'il ressente ce drame dont il est dont il a été un élément moteur. La grande bêtise, l'erreur, c'est qu'on est parti, à travers probablement les poncifs du christianisme, sur les bons et les méchants, sur le monstre, l'homme gentil, rousseauiste, hein, l'homme bon et le salaud. Donc, les bourreaux, dis donc, tu les classes avec les salauds quand même. Hein. Et puis les victimes, les victimes, tu les classes avec les bons. Donc, ça ne se retouche jamais, c'est l'un ou l'autre. Par conséquent, il n'y a aucune raison qu'un salaud ait soudain une bonne conscience. Pardon, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, je suis tellement désolé de ce que j'ai fait. À d'autres. Il ne s'en sort pas, le gars. C'est pas possible qu'il puisse convaincre. Sur cette base-là. Parce qu'on refuse de dire que l'un et l'autre, c'est pareil. C'est la vie qui décide de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de... On ne naît pas bourreau. J'ai été pris le 10 octobre, libéré le 26 décembre de l'année. Donc, passer 2-3 mois, on ne peut pas. On ne peut pas survivre. Il faut prendre où la décision rare est prise de libérer le mec, ou alors on le fusille, quoi. Enfin, on le tue. Il n'y avait pas de vieux, d'anciens prisonniers, ou très très peu. Alors, comme il y avait un village pas loin, il y avait des fois 2-3 types qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient eu un mauvais comportement, un comportement vis-à-vis de l'Anka qui n'était pas respectueux. Alors, on leur infligeait quelques semaines d'emprisonnement, ce qui les faisait revenir dans le droit chemin la plupart du temps. Alors, Douit, il avait toutes les semaines une réunion avec Tamok, avec, j'ai oublié les noms, enfin les responsables du coin. Et il me dit qu'il allait partir à une réunion qui allait être importante. Je ne sais plus exactement, maintenant j'ai oublié. Et il rentre le soir, vers 6 heures du soir, le jour commençait à tomber. Et d'habitude, quand il rentrait, il était souriant. Et puis, pour sortir du camp, on était obligé de passer devant moi. Et pour revenir, donc il passe devant moi, il ne me regarde pas. Oh là, putain. Il passe sans me regarder. Il va poser son vélo. Et il va manger sa soupe froide. Et puis il revient, il me regarde et il avance vers moi et il me dit, pour la première fois en français, on n'avait jamais parlé français, vous avez été démasqué. Ouais. Je suis tombé sur les genoux. C'était tellement invraisemblable, puis il n'avait jamais été comme ça. Et puis là, son visage change, puis il dit « Non, non, c'est pour rire, c'est pour rire !» Oh putain, j'étais furieux. Je l'ai repoussé. Et il était tout confus. C'est incroyable, quoi. Quand on repense à ça, c'est incroyable. Ouais. Et alors là, alors j'ai dit, si c'est vrai, alors il faut m'enlever mes chaînes. Alors il a appelé les mecs, les gardiens, ils m'ont enlevé les chaînes. Alors là,
Et puis, j'ai dit, ah oui, mais alors si c'est ça, alors là, il faut les libérer aussi, parce que si moi je suis innocent, si tu me relâches, c'est parce que je suis innocent, donc eux aussi sont innocents. Là, son visage a changé. Il m'a fait comprendre que leur place était dans le maquis. Ils étaient Khmers, ils devaient défendre leur patrie, et leur place était, leur sort était de rester sur place. Mais il m'a dit, mais ils ne seront plus des prisonniers comme avant. Enfin, je crois avoir dit d'abord, et eux aussi, et quand il m'a dit non, ça c'est pas possible, j'ai dû lui dire, ah ben à ce moment-là, je pars pas. Et il m'a regardé de telle manière que j'ai compris que c'était grotesque. Ce genre de truc, on fait ça quand on joue au Monopoly ou bien avec des copains. Mais ça n'avait pas de sens. Et je me souviens que je me suis senti mais tellement bébête. Je pars pas. Et alors, à la suite de ça, quand j'ai dit, j'ai donc eu l'autorisation aussi, et c'est ce que j'ai demandé de pouvoir leur parler, j'ai été leur parler et je leur ai dit que, et là, mes deux collègues, ils ont fait une tête. Je dis, mais je dis quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ils m'ont fait comprendre que c'était comme ça qu'on disait quand on emmenait quelqu'un pour le tuer, quoi. Allons bon. Et c'est vrai que je savais que c'est ce qui se passait. On dit jamais à quelqu'un, on lui dit, allez viens, hop, dépêche-toi, allez. Ben, où je vais? Mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance. Mais vous m'emmenez où? Mais autorité. On lui dit jamais qu'on va le tuer. Et le pire, c'est que si on lui fait creuser un trou, le mec il creuse son trou et il demande encore mais pourquoi? Et puis après on lui dit mets-toi à genoux près du trou. Il dit mais pourquoi? Mais on est dans un aveuglement extraordinaire, quoi. Et donc j'ai commencé à gamberger là-dessus. Et je dois dire que la manière dont Douit m'a dit ça m'avait appris cette nouvelle, j'avais du mal à ne pas la croire. J'ai cru à la sincérité de Douit. Ouais. Et voilà. Alors, le lendemain, c'était Noël. On devait être le 24 décembre. Et donc, j'étais pas attaché. Et Douit était, comme assez fréquemment, les gardiens, le soir, ils allumaient un feu. Parfois, ils chantaient des chants révolutionnaires. Et on s'est assis. Et puis, au bout d'un certain temps, bon, moi, j'étais près du feu, etc. Puis après, il n'y avait plus que lui et moi. Et c'était bien. C'était une sorte de lien qui se créait comme ça. Et puis le lendemain, on se levait avec le chant du coq pour le coup. Et platis pas que les gardiens, il y a 2 gardiens qui viennent et qui veulent m'attacher. Moi je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et Douit me dit, je dis arrête, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et il me dit non, mais c'est normal, c'est pour sortir du camp, c'est obligatoire. Ne t'en fais pas. Oh, avec ce que m'avaient dit mes deux coéquipiers. Ah, alors,
Et alors, je lui dis, et puis tu vas encore me bander les yeux? Alors il dit, non, 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 non. Voilà. Et si, mais si, il m'a bandé les yeux, voilà. Bien sûr, puisqu'à un moment donné, je suis tombé, puisqu'il me guidait. Et quand je suis tombé, parce que j'ai trébuché, parce qu'il me guidait sur le chemin. Il m'a relevé. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est pas vrai. Et là, j'ai eu peur dans les premiers temps. C'est sûr quand même que... Et je me suis dit, à un moment donné, mais on n'y croit pas, je n'y croyais pas. Mais j'ai vu que Lai et Son, qui eux avaient été, peut-être, je me souviens plus ce détail, mais en tout cas, ils pouvaient me voir. Et je me suis dit, comme ça, parce que si je suis libéré, c'est dégueulasse. Et pas eux. Attends, la culpabilité, tu te rends compte? Alors je me suis dit, ils vont me voir qu'on m'attache et ils vont penser que je suis qu'on m'a exécuté. Et c'était presque un soulagement pour eux comme ça. J'apparaissais pas comme le salaud quoi, qui se tire quoi. Ah putain, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Puis après, on est arrivé dans un village. Puis là, il y avait une table, il y avait Tamok. Il y avait aussi j'ai donné les noms des gens qui étaient là, enfin des principaux. Et tout le monde était sympa. Et au bout d'un certain temps, ils me disent, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu as un souhait à formuler? Ah, j'ai dit oui. 1. La libération de mes 2 collègues. Mais ça, ne t'en fais pas. Ils sont déjà libres. Ils ont été tués quelque temps après. Hein. Et le deuxième souhait, la possibilité de revenir dans les villages, d'aller dans les villages, si c'est possible, de me faire un laissez-passer pour aller dans les villages. Parce que je voudrais, il y a beaucoup de rituels que j'ai encore pas vus et que je voudrais continuer à pouvoir étudier. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Un prisonnier à qui on demande de prononcer un souhait, et qui demande la permission de pouvoir revenir dans sa prison, ou un truc comme ça. Alors tout le monde a ri. Et voilà.